Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu numéro 3. Alors aujourd'hui au sommaire, on va parler de The Batman, on va également parler du trailer de la saison 2 de Castle Rock, on va aussi évoquer la polémique Netflix, Spielberg et maintenant Edward Norton, et on finira par HBO Max. C'est parti générique. Alors on commence tout de suite par The Batman, réalisé par Matt Reeves. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit réalisé par Matt Reeves, parce qu'on sait ce qu'il a fait sur la planète des singes. C'est quand même un excellent réalisateur. Et pourquoi j'en parle? Puisque là maintenant on en sait un petit peu plus sur le casting de ce film qui sortira normalement en juin 2021. Donc on a le temps. Alors il y a pour le moment Zoé Kravitz en Catwoman. Ça peut le faire, pourquoi pas. On a Jonah Hill qui ne sera pas le pingouin, et oui, parce qu'il a quitté la table des négociations, et ça c'est bien dommage, parce que c'était une occasion d'avoir une nouvelle version du pingouin, non pas que celle avec Danny DeVito n'était pas bien. Moi je ne suis pas totalement fan de la version du pingouin joué par Danny DeVito dans celui de Burton, au bout d'un moment il me fatigue un petit peu, mais on aurait pu avoir là une nouvelle version du pingouin, c'est dommage. Jonah Hill, moi sérieusement je le voyais bien dans ce rôle-là. Et puis la nouvelle qui est tombée hier, c'est Paul Dano dans le rôle de l'homme mystère. Alors là, double effet qui se coule, double bonheur, parce que déjà, Paul Dano, j'adore cet acteur, je trouve que c'est un des acteurs les plus prometteurs de sa génération, un peu avec un Taron Egerton également, mais je trouve que même Paul Dano va encore plus loin. Moi je l'ai vu dans tous les films qu'il a fait, vraiment il est exceptionnel, et en plus, on sait qu'il y aura donc l'homme mystère. Et donc on pourra oublier la version catastrophique de l'homme mystère, version Jim Carrey. Voilà, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et très franchement, moi je me réjouis vraiment de ce casting pour l'instant. Je trouve que là pour l'instant c'est un sans faute. Bon, Robert Pattinson en Batman, Bruce Wayne, on verra ce que ça donne, mais pourquoi pas, franchement moi j'y crois. Mais vraiment, Paul Dano en homme mystère, c'est juste un régal. Moi je suis très impatient de voir ce que Matt Reeves va faire avec ce Batman. La question qu'on peut se poser également avec ce projet, c'est est-ce que ce sera un film indépendant? Normalement, si DC, Warner suivent un petit peu leur succès par rapport à Joker qui fait un tabac, et aussi ce qu'ils ont fait avec Watchmen pour la série télé qui arrive le lundi 21 octobre, ils vont garder cette ligne éditoriale sombre, adulte, mature, en tout cas j'espère. Ça n'empêchera pas les projets un petit peu façon marvelisée, genre Bird of Prey et tout ça, parce que ça c'était prévu depuis un bon moment. Mais on peut quand même avoir peut-être avec The Batman réalisé par Matt Reeves, un film dans la lignée peut-être de The Joker, sans que ce soit peut-être aussi sombre, je sais pas. En tout cas, film indépendant, qui ne soit rattaché à aucun autre univers partagé, et ça vraiment je le souhaite. Pourquoi pas des suites? Moi je suis pas contre, si le film est bien, à la limite, oui pourquoi pas nous faire un The Batman, la suite, etc. Mais au moins que ce ne soit pas rattaché à quelconque univers partagé, comme Todd Phillips a fait pour Joker. Et ça, vraiment, je le souhaite. Donc, The Batman, sorti le 21 juin 2021, on en reparlera bien évidemment, parce qu'il y aura évidemment plein d'autres news qui vont tomber courant de l'année 2020, mais on y croit. Alors maintenant, on passe au trailer de la saison 2 de Castle Rock. Alors, je suis très embêté avec cette série, car j'ai vu ce trailer de la saison 2, et j'avoue que je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner, et en plus, j'ai très envie de la voir. Mais pourquoi je suis embêté? Parce que la première saison, je n'ai pas réussi à passer les 2 premiers épisodes. Pour vous avouer vraiment les choses, c'est une catastrophe pour moi cette série. Enfin, je n'arrive pas à aller au-delà du 2e, peut-être voire 3e, je sais plus combien j'en ai vu. Mais vraiment, pour moi, c'était une série qui avait tout, pour moi, à la base, c'est-à-dire un univers un peu partagé dans l'univers de Stephen King, en prenant plusieurs de ses romans et en les mettant au sein d'un même univers. Très franchement, même moi, limite, j'avais plein d'idées sur la question, et je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est un peu rasoir. C'est-à-dire, c'est un peu long, les personnages sont pas très engageants, et vraiment, j'étais déçu du résultat, en tout cas sur les 2 ou 3 premiers épisodes. Et croyez-moi, moi, les séries, je leur donne toujours une chance. C'est-à-dire que même si une série qui me plaît pas, je peux même peut-être des fois m'avaler une saison entière avant de dire ouais bon bah finalement j'aime pas. Je suis extrêmement patient avec les séries, mais alors Castle Rock j'y suis jamais arrivé. Et le problème c'est qu'avec ce trailer de la saison 2 qui va nous raconter en gros les origines de Annie Wilkes. Annie Wilkes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la grosse bonne femme qui va martyriser Paul Sheldon dans Misery, donc personnage extrêmement emblématique dans l'univers de Stephen King. Donc là, on va nous raconter un petit peu la genèse, la préquelle, quand elle était infirmière. Donc,
ça ne peut être qu'intéressant, et surtout quand on voit le trailer, c'est quand même un trailer super engageant, et on va voir aussi la ville de Derry, on va évidemment prendre d'autres romans de King et on va les mettre dans cette saison 2. Donc vraiment, je suis très très attiré, mais je suis embêté parce que la saison 1, je n'y arrive pas, à moins que les deux saisons soient indépendantes l'une de l'autre, et ça, peut-être ceux qui ont vu la première saison, peut-être pourront me le dire dans les commentaires, si éventuellement on peut regarder la saison 2 sans se farcir toute la saison 1, ce serait absolument génial. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que les deux saisons sont indépendantes ou alors non, il faut se farcir la première saison. Auquel cas, je ferai peut-être un effort, je regarderai peut-être la première saison et après je m'enquille la deuxième. Après attention, ça ne révèle pas forcément de la qualité de la deuxième saison, ce sera peut-être pas terrible non plus. En tout cas, la deuxième saison sera diffusée sur Hulu à partir du 23 octobre et on n'a pas de date sur Canal+, puisque c'est Canal+, qui a récupéré les droits pour le diffuser en France, donc on ne sait pas, il n'y a toujours pas de date. Castle Rock saison 2 sera diffusée le 23 octobre aux États-Unis. Alors en troisième news, on va reparler un petit peu de la polémique Spielberg qui l'oppose à Netflix et va se greffer autour de ça Edward Norton. Et oui. Alors pour rappel, j'avais fait une vidéo sur cette question Spielberg-Netflix où j'évoquais en fait le fait que Steven Spielberg s'opposait au fait que les films Netflix ne doivent pas recevoir d'Oscar à Hollywood, du fait que pour lui, les films Netflix restent des téléfilms et n'ont strictement rien à voir avec le cinéma. J'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que j'en pense, mais très clairement, pour faire très vite, je m'oppose là pour le coup aux propos de Steven Spielberg et je vais en reparler un petit peu dans cette news. Alors Edward Norton déjà reproche que 60% des cinémas du pays ne projettent leurs films qu'à la moitié du niveau de luminosité réglementaire et donnent une image et un son généralement de faible qualité, détruisant ainsi l'expérience cinématographique. Alors ça, c'est pas faux, je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cinémas de France et du monde, mais moi j'ai fait l'expérience sur, je sais plus, sur Solo, que j'étais allé voir en salle, où la luminosité est vraiment très très basse, le son tout pourri, j'ai pas compris vraiment, et ça m'est arrivé sur un ou deux autres films que j'étais allé voir en salle, et vraiment, j'avais pas compris cette histoire de luminosité très très faible. Alors, ça ne se vérifie pas tout le temps, la dernière fois que je suis allé voir Joker, il y avait absolument pas ce problème-là, mais c'est peut-être quelque chose qu'Edward Norton a remarqué, qui est intéressant à souligner. Donc oui, effectivement, si la luminosité est basse, si le son est pas terrible, c'est vrai que c'est difficile d'apprécier un film en salle si la forme n'est pas à son maximum. Après, il y a le fond. Donc Spielberg avait vivement critiqué Netflix et avait affirmé que les films Netflix ne devraient pas avoir le droit de concourir aux Oscars, ce qui est un non-sens pour Edward Norton, même si c'est Spielberg qui le dit. Il dit, en gros, je suis vraiment en désaccord avec Spielberg là-dessus, avec tout le respect que j'ai pour lui bien sûr. Netflix a plus investi dans Roma cinématographiquement qu'aucun label ou qu'aucun studio ne l'aurait fait. Ils ont propulsé un film de langue espagnole en noir et blanc partout dans le monde, dans les salles de cinéma. Alors attention, calmons-nous, peut-être pas partout dans les salles de cinéma. En France, il est quasiment pas sorti en salle. Peut-être aux États-Unis, oui, mais peut-être pas partout. Mais quand même, il y a eu un effort de fait par rapport à Netflix de le sortir dans quelques salles. Bon. Autant qu'un Sony Pictures Classic aurait fait. Alors Sony Pictures Classic, c'est la branche un peu indépendante de Sony Pictures. Ils ont mis plus d'argent derrière ça dans un contexte cinématographique, plus que quiconque d'autre ne l'aurait fait. Il se passe beaucoup de choses grâce à Netflix, qui représente une période sans précédent d'opportunités pour de nombreux autres types d'histoires et de voix pour se faire entendre, d'être racontées et d'être célébrées. Ce qui se passe est incroyable. Alors évidemment, moi je rejoins totalement ce que dit Edward Norton, là pour le coup. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette histoire de Netflix, et pourquoi je m'oppose à cette espèce de guéguerre, à cette espèce de vision un peu réac, qui explique que en gros, parce que Netflix est une plateforme que tu regardes chez toi, ça n'a pas le droit de concourir aux Oscars, donc en gros qu'on ne le reconnaît pas qu'en tant qu'entité filmique. Moi je suis contre cette guerre parce qu'au contraire, je pense que justement la diversité qu'offre Netflix, ça pousse les producteurs à nous proposer autre chose. Il ne faut quand même pas oublier que pour l'instant, pour moi, ceux qui ont le monopole du cinéma grand public en salle, pour moi c'est Disney, et j'ai envie de te dire qu'il s'agirait peut-être d'effriter un peu leur monopole, c'est-à-dire de ralentir un peu leur course. Parce que sinon, on n'a que des blockbusters aseptisés, on n'a que du cinéma aseptisé, le même cinéma tout le temps. Et je pense que c'est important, effectivement, de légitimer en fait Netflix dans la course aux Oscars également, parce que symboliquement parlant, c'est un signal fort. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit qu'on peut inventer de nouvelles histoires, comme le dit Edward Norton. Et je pense que c'est très important pour le cinéma. Il n'y a pas qu'en série télé que ça doit se passer, parce que oui, en série télé, il y a énormément de diversité, et tant mieux, on ne va pas se plaindre de ça. Mais pour moi, le cinéma souffre vraiment de diversité, d'originalité, de prise de risque. Le dernier exemple en date par rapport à ça, c'est le succès de Joker, qui fait un carton
absolue. Mais ce succès-là, il n'est pas là par hasard. Alors évidemment, il y a la licence DC, il y a la licence Joker qui y participe grandement, il y a la qualité du film aussi indéniable qui y participe grandement, mais je pense aussi ce petit facteur du film qu'on n'attend plus, du film inattendu. C'est-à-dire qu'au milieu de tous ces blockbusters aseptisés, de reboot, de remake, etc., et puis surtout cette espèce de ligne éditoriale fun où on sacrifie tout sur l'autel de la blague, arrive un Joker qui, lui, change radicalement la donne. Ça envoie aussi un signal fort. Alors, je ne dis pas que c'est Netflix qui a envoyé ce signal, et donc, du coup, Todd Phillips, Warner et DC ont décidé de faire Joker, parce que je pense que le projet était déjà là depuis bien longtemps, mais le fait de reconnaître certains films Netflix, pas tous, parce qu'ils sont pas tous bons, mais certains films, comme Roma, comme d'autres, ça force les producteurs à se dire « Bah ok, on peut faire d'autres histoires, regarde, sur les films Netflix, ça fait un carton, il y a beaucoup de clics sur certains films Netflix, et sur des films comme Joker, voilà ce que ça donne quand on prend des risques, quand on ose faire un autre cinéma. Donc non, moi je suis vraiment pour que les films Netflix, qui pour le coup offrent une vraie diversité au cinéma actuel en salle, moi je suis pour qu'ils soient reconnus. Et peut-être que la donne changera dans les années à venir quand les producteurs de cinéma verront que les films Netflix font un tabac. C'est pareil pour le cas The Irishman, oui, de préférence en salle, mais à la limite, tant pis, s'il sort pas en salle, on le regardera sur la plateforme, mais au moins, ça engagera peut-être aussi des producteurs à peut-être reproduire Scorsese au cinéma. Qui sait, si le film est un tabac sur Netflix, si le film a très bonne presse, et pour l'instant c'est bien parti, parce qu'il est, je crois, sur Rotten à 100%. Donc ça engagera peut-être les producteurs à se dire « Ah bah tiens, on peut peut-être faire reconfiance une nouvelle fois à Martin Scorsese quand même. » C'est un comble de lui avoir fermé la porte pour faire The Irishman, qu'il a été obligé de faire sur Netflix. Donc moi je crois que c'est très important, oui, de légitimer la plateforme. Tout n'est pas bon, oui, mais quand certains films sont bons, un film reste un film. Donc il faut absolument encourager cette production, et donc, s'il mérite des prix, oui, lui récompenser comme si c'était un film normal qui sortait au cinéma. C'est tout. Les choses changent, les choses évoluent. Il ne s'agirait pas d'être totalement réactionnaire par rapport à cette idée un peu étroite de un film ça se vend en salle, toi ton truc tu le vois chez toi. Non, moi je suis pour justement la place pour tout le monde à partir du moment où le film est bon. Donc je pense que là, pour le coup, Edward Norton, il s'oppose à Spielberg. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Ça ne changera pas ce que pense Spielberg. Je pense qu'il ne reviendra jamais sur sa position. C'est son droit de le penser également. Mais on a le droit aussi de penser différemment par rapport à cette question-là. Alors maintenant, on passe à HBO Max. Et pourquoi j'ai envie de parler de HBO Max? Parce qu'on vit une ère où là, ce n'est plus la guerre des studios. Les studios de cinéma ne se font plus vraiment la guerre. Maintenant, c'est plutôt la guerre des plateformes de streaming. Voilà, entre Netflix qui domine, Amazon qui est là mais qui ne surpasse pas Netflix, Disney+ qui va arriver et qui affiche en plus un prix limite imbattable, je crois à 7 €, bon bref, et puis avec toutes les licences qu'ils ont, donc qui risquent oui de très très bien marcher, ce que j'espère pas, mais bon on verra, voilà. Mais c'est vrai que là c'est la guerre des plateformes de streaming, Apple TV+, etc., etc., enfin il y en a des tonnes. Et arrive HBO Max, eux qui arrivent un petit peu à la bourre. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que faut quand même dire que HBO, c'est la crème de la crème en termes de séries. Bon, on va pas se mentir, même si j'adore Netflix, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de séries Netflix que j'aime énormément. Mais HBO, c'est quand même au-dessus. Et actuellement, HBO est diffusé par OCS. Bon, qui diffuse quasiment l'intégralité des séries HBO, à l'exception de Oz. Mais sinon, OCS diffuse toutes les séries HBO. Mais HBO, rattaché à Warner, va maintenant sortir sa propre plateforme. Et là, c'est très intéressant puisque le catalogue de Warner Media sera mis à contribution pour constituer la base du service de streaming. On y trouvera donc Game of Thrones, Les Sopranos, Sex and the City, enfin bon bref, toutes les séries HBO, donc la crème de la crème. En film, on y trouvera par exemple dans les blockbusters la saga Batman dans son intégralité. Donc ce qui veut dire que quand par exemple un Joker va sortir, ça sortira sur HBO Max également. Un The Batman, ça sortira sur HBO Max. Ils ont évidemment toute la licence Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Et sachant aussi que l'entreprise vient également d'acheter les droits de Friends, au nez et à la barbe de Netflix pour plus de 400 millions de $, ce qui est énorme. Et aussi Big Bang Theory. Et surtout, la grosse news par rapport à HBO Max, c'est qu'il y aura l'intégralité des films des studios Ghibli. Alors ça, c'est carrément extraordinaire. Parce que pour trouver l'intégralité des studios Ghibli, à moins que vous ayez acheté tous les DVD ou tous les Blu-ray, et encore, je suis pas sûr qu'ils y soient tous,
Franchement, ils sont quasiment tous introuvables. Netflix, je crois, ne les diffuse pas. MyCanal, c'est très très rare, ou de temps en temps, au coup par coup. Donc là, ils auront l'intégralité donc des films de Miyazaki, des films de Studio Ghibli, et très franchement, ça c'est vraiment une news de taille. Rien que pour ça, tu as juste envie de t'abonner à HBO Max, quoi. Ça c'est évident. En plus de toutes les séries qu'ils vont proposer chez HBO. Alors, quant aux contenus originaux, HBO en produit beaucoup chaque année, même si la chaîne tient à mettre l'accent sur la qualité plus que sur la quantité. Donc ce ne sera pas forcément la même politique en tout cas, que Netflix. Une stratégie qui lui permet d'avoir en permanence quelques séries phares qui permettent à sa base d'abonnés de rester très importante malgré l'essor de la concurrence. Ça c'est important parce que HBO à l'époque c'était les leaders, hein, à l'époque des Sopranos, peut-être même je crois au début de Game of Thrones, hein, c'était encore les leaders HBO, puis Netflix est arrivé, et puis alors ça y est, il y a eu la vague Netflix, et on a quelque part un petit peu oublié HBO, et puis surtout que HBO a eu du mal à retrouver son âge d'or, qui était représenté par Rome, par les Sopranos, par Six Feet Under, et toutes ces séries-là. Ils ont eu un peu de mal, ils ont loupé le coche Breaking Bad, puisqu'ils avaient refusé Breaking Bad à l'époque, donc ils ont loupé ce coche-là, et puis ils ont eu un peu de mal à rebondir. Donc là, ça y est, ils reviennent, hein, bien sûr. Il y a eu la fin de Game of Thrones, hein, qui a fait un tabac, et puis, en tout cas, on en a beaucoup parlé, il y a Watchmen qui arrive, il y a de très très grosses licences qui arrivent, donc HBO est un petit peu à la traîne par rapport à Netflix, mais c'est vrai que comme le soulignent les dirigeants, ils ont toujours privilégié la qualité à la quantité, donc ça c'est quand même une notion pas négligeable par rapport à ce qu'on peut attendre d'un HBO. Robert Greenblatt, le PDG, a aussi confirmé qu'il ne s'agirait pas d'une plateforme uniquement centrée sur les séries télé, car ils seront également proposés des films, des documentaires, des programmes jeunesse et même de l'information, puisque CNN appartiennent au même groupe. Et il lance la série Grease, et oui, pour ceux qui aiment Grease, pourquoi pas. Ce sera intitulé Grease Riddle High, et la série se déroulera autour du lycée du même nom, où étudier les personnages originels d'Annie, jouée par John Travolta, et Sandy, jouée par Olivia Newton-John, située dans les années 50, elle fera intervenir certains des personnages du film dans un récit totalement inédit. On n'a toujours pas de sortie en France pour HBO Max. Il sortira au printemps 2020 aux États-Unis. En France, on ne sait pas. Et puis surtout, pas de prix. On ne connaît toujours pas le prix de ce fameux HBO Max. Espérons qu'il ne soit pas trop cher, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, je le rappelle, que Disney Plus arrive avec un prix qui défie toute la concurrence. Ils sont même moins chers que Netflix. Ils ont de grosses licences, alors à moins que Marvel s'épuise un petit peu dans les esprits, que les gens n'aient plus rien à faire, leur service ne marchera pas, mais ce que je ne pense pas. En tout cas, Disney a mis un gros coup en termes de tarifs, et ça va énormément jouer. Netflix va pas forcément perdre, parce qu'ils ont déjà une base trop solide d'abonnés. Netflix est trop ancré dans les esprits pour qu'ils perdent au profit de Disney+, mais il s'agirait de savoir comment HBO Max va pouvoir exister. Voilà, il va leur falloir aussi des grosses séries. Bon, ça, je me fais pas trop de soucis pour eux, mais disons que c'est important de savoir comment ils vont pouvoir exister à travers toute cette guerre de services, de plateformes de streaming. Ça va être intéressant de suivre ça. En tout cas, moi, je suis très très impatient de voir ce que va pouvoir donner cette plateforme HBO Max. Voilà. Voilà pour les news de cette semaine. N'hésitez pas à les commenter, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi deux liens pour soutenir la chaîne, toujours le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Ciao!